Je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque, sans prise de poids, sans médicaments, sans stress. Du docteur David O'Hare. Chapitre 1. Je ne veux plus fumer. Vous ne le voulez plus, mais vous ne le pouvez pas. L'autre titre aurait pu être Je veux ne plus fumer. Pas tout à fait la même chose. Toujours la volonté ou son absence. Dans les deux cas, ce livre est pour vous. Une guerre civile s'est déclarée dans votre cerveau. Votre volonté de redevenir un non-fumeur dans un camp, l'incapacité d'y arriver dans l'autre. Deux forces qui vous dépassent. Vous avez introduit un virus dans l'informatique de vos circuits neuronaux lorsque vous avez fumé votre première cigarette. Vous auriez pu dire dès le début « Je ne veux pas fumer », mais vous ne saviez pas. Nous savons tous qu'il ne faut pas ouvrir les courriels inconnus ou douteux, mais les titres des messages alléchants ou intrigants font que nous tombons tous dans le panneau un jour ou l'autre. Un virus prend alors le contrôle de votre ordinateur. Nous savons tous qu'il ne faut pas toucher à la première cigarette. La nicotine est un virus informatique. Ce sont quelques lignes de code biologique et l'information traitée est détournée au profit de l'intrus malveillant. La nicotine tripote les codes informatiques que sont les neurotransmetteurs, des lignes de code neurochimiques qui devraient véhiculer les émotions. Les messages circulant entre votre corps et votre cerveau, les informations de plaisir, d'alarme, de calme, de veille ou de récompense. Tous ces messages sont détournés à votre insu, mais avec votre autorisation naïve préalable lorsque vous avez fumé cette première cigarette. Je pourrais même parier que celle-ci n'était pas si plaisante que ça. Vous avez dû vous forcer à vous habituer à l'inhalation âpre et irritante. Ensuite, la nicotine s'est très rapidement chargée de vous faire croire qu'elle était agréable, puis stimulante, puis nécessaire, puis impérative, puis inextricable, et un jour, peut-être, fatale. Lorsque vous avez fumé votre première cigarette, vous avez signé un échec en blanc. Vous n'avez jamais imaginé le prix qui serait apposé sur le chèque. Votre première cigarette a été une très mauvaise inspiration. Elle pourrait être la cause de votre expiration, et vous le savez. Savoir n'est pas toujours pouvoir ni prévoir. Ce guide est une méthode de nettoyage antiviral et de reprogrammation de vos circuits neuronaux. C'est une ambition que je revendique pour vous. Vous avez la possibilité de reprendre le pouvoir. Nota bene. Cigarette. Tout au long du livre, j'utiliserai le nom de ce vecteur de tabac car il représente plus de 90% des fumeurs. Il va sans dire que la méthode s'applique à toutes les formes de tabac inhalé ou non inhalé. Chapitre 2. Faire ou être. Réfléchissez à votre objectif aujourd'hui, celui qui vous pousse à lire ce livre ou à écouter cet audio. Est-ce arrêter de fumer? Réfléchissez encore, car arrêter de fumer, vous savez le faire. À moins que vous n'enchaîniez les cigarettes sans pause. Vous arrêtez déjà de fumer de nombreuses fois par jour. Vous arrêtez tous les soirs et recommencez le lendemain matin. Vous y arrivez et vous en avez l'expérience. Vous savez beaucoup mieux que moi comment arrêter de fumer. Je n'ai rien à vous apprendre. Arrêter de fumer n'est pas un objectif d'apprentissage. Je ne joue pas sur les mots, ni sur les intentions. Un objectif est une pensée projetée dans l'avenir et elle s'exprime par des mots. Si les mots de votre objectif ne sont pas clairs, le résultat de la reprogrammation ne le sera pas. Ce n'est pas difficile d'arrêter de fumer. Des objectifs plus plausibles seraient ne pas fumer, ne pas refumer ou
ne plus fumer. J'aimerais que vous me lisiez très attentivement. Les lignes qui suivent sont importantes pour comprendre le principe de base et les mots qui vont soutenir votre reprogrammation. Un mot est un code. Une reprogrammation est une succession de mots et de codes. Vous allez modifier une partie de votre cerveau inconscient. Les mots employés sont importants. Fumer est un geste, une action. C'est faire. C'est un comportement. Cette action se traduit par un verbe. Fumeur, non-fumeur, ex-fumeur, ce sont des états. C'est être. Ils se traduisent par un nom. Un programme et une reprogrammation ne peuvent concerner que des actions. Ce sont des processus et des enchaînements de verbes qui doivent aboutir à un nouvel état avec un nouveau nom. Il faut faire pour être. Pour atteindre un état quel qu'il soit, il faut modifier l'action qui y conduit. Prenons un exemple simpliste. Je suis assis, c'est un état. Je voudrais être debout. Dans un autre état, je dois donc faire quelque chose, me lever. Je me lève, c'est une action. Le programme qui me fait passer de l'état assis à debout est un verbe. Je me lève. Le programme cesse lorsque le nouvel état est atteint. Arrêter de fumer est une action. Elle est définie par un verbe. Cette action est accomplie lorsque vous tirez la dernière bouffée d'une cigarette unique, que vous l'éteignez et que vous la jetez. Vous n'avez pas besoin de faire l'apprentissage de cette programmation. Vous avez l'expérience d'autant d'arrêts à votre actif que de cigarettes que vous avez allumées jusqu'à ce moment. Arrêter de fumer ne sera pas l'objet de ce livre, parce que vous savez le faire sans aucun problème. Ne plus fumer, ce n'est pas simplement arrêter de fumer, c'est tout un processus. C'est le passage d'un état à un autre. De fumeur, qui est un état, je veux devenir non-fumeur, un autre état. C'est une suite d'opérations qui se succèdent dans le temps avec un ordre précis qui vont le permettre. Il y a une préparation, un début, une suite de programmes plus ou moins longs ou complexes et une fin. Cette fin, c'est de devenir un non-fumeur et de ne pas avoir à recommencer le processus. Ce matin, j'ai consulté le site Amazon.fr pour connaître le nombre de livres en français qui contient la locution «arrêter de fumer». Le résultat ne m'a pas vraiment surpris. 341 titres. Lorsque la recherche est effectuée avec le terme fumer, ce sont 1839 ouvrages qui sont proposés. 341 livres disponibles sur ce seul site de vente comporte ce titre exactement. 2 livres seulement comportent le titre «Ne plus fumer», dont l'un n'est plus disponible. C'est donc dans cette voie que je conduirai notre collaboration, la voie du processus pour ne plus fumer. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Si, dans votre esprit, vous cherchez à apprendre à arrêter de fumer, je crois qu'il y a un malentendu, et cela entraîne des malentendus et des fausses espérances. 341 livres sont à votre disposition. Poussons plus loin mon raisonnement par une question. Est-ce que ne pas fumer et ne plus fumer sont des verbes? Est-ce que ne pas faire quelque chose est une action? Est-ce un comportement? Ma réponse est non, même si dans l'énoncé il y a un verbe. Ne pas fumer est un état. Ne plus fumer est un état. C'est comme être debout ou être assis. C'est là que réside l'importance de la méthode que je propose. Étant donné qu'il est impossible de programmer un état sans passer par l'action qui y conduit, vous ne pourrez pas vous programmer directement à ne pas fumer ou à ne plus fumer sans modifier la programmation qui mène à ces états. La méthode de ce livre se base sur la programmation d'une suite de comportements
dont le but est d'arriver à ne pas fumer et finalement ne plus fumer. Quelle est, selon vous, l'action qui fait passer de l'état de non-fumeur à celui de fumeur? Prenez le temps de réfléchir. Je répète, quelle est l'action qui fait passer de l'état de non-fumeur à celui de fumeur? Réponse, l'action de fumer une seule cigarette. Une seule cigarette met fin à l'état de non-fumeur et introduit l'état de fumeur. C'est sur cette cigarette-là que se porte toute la reprogrammation proposée dans ce livre. De fumeur état, vous allez programmer des actions pour devenir quelqu'un qui ne fume pas, puis quelqu'un qui ne fume plus. Ces actions utiliseront en grande partie l'action de respirer pour modifier la programmation des neurotransmetteurs, pour gérer le stress et l'action d'allumer ou de ranger la prochaine cigarette. Celle par qui tout a commencé, recommence ou se terminera. Chapitre 3. Être ou ne pas être fumeur. Il n'y a pas de mot pour qualifier notre état face à la cigarette à la naissance. On est et on est non-fumeur. Comment s'appelle un non-fumeur de naissance? Il n'a pas de nom autre que son prénom et celui de sa famille. Cette virginité tabacologique mériterait bien une appellation. Un nouveau-né ne sait pas lire. Il n'est non-lecteur. Il est analphabète. L'école de la lecture le rend lecteur à vie. On pourrait dire alphabète, c'est moins classe. Personne ne peut désapprendre à lire. Un lecteur le reste à vie, qu'il lise ou qu'il ne lise pas. Il ne peut pas passer devant une affiche, un journal écrit dans sa langue, sans que son cerveau ne se mette automatiquement en marche en suivant le processus qu'il a mis en place par l'apprentissage de la lecture. La vue d'une lettre, d'un mot, et le processus s'enclenche. Les lettres et les mots sont des déclencheurs d'un processus programmé. Physiologiquement et psychologiquement, je suis intimement persuadée que l'apprentissage de la fumure, on dit bien lecture pour lecteur, ou de la fumerie, si vous préférez tueur et tuerie, est indélébile de la même façon. Vous réagirez toujours à des déclencheurs. Des années après votre dernière cigarette, il y aura toujours des tentatives de lecture de signaux qui autrefois vous faisaient fumer. La programmation cherchera toujours à se réactiver. La virginité face au tabac a été emportée après les premières cigarettes. Combien faut-il lire de mots pour devenir un lecteur sachant lire? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut environ 100 cigarettes pour devenir un fumeur sachant fumer. Certainement beaucoup moins de cigarettes pour devenir fumeur que de mots pour devenir lecteur. Les principes de programmation mentale sont souvent irréversibles. La bicyclette en est un autre exemple. La conduite automobile, les apprentissages de votre profession, le calcul, toutes ces programmations sont des boucles mentales qui se mettent à tourner dès que vous êtes en présence d'un stimulus. Ces programmations ont simplement besoin d'une remise en situation pour s'activer. Les cercles peuvent être vertueux ou vicieux. Ils tournent en révolutionnant votre vie vers le haut ou vers le bas, mais ils tournent. Vous ne pourrez pas désapprendre à fumer complètement, mais vous pourrez ne plus fumer. Vous ne redeviendrez probablement jamais un non-fumeur, vous serez un ex-fumeur qui n'a pas trop de panache. Vous gagnerez à devenir un fumeur qui ne fume plus. C'est plus glorieux. Imaginez votre fierté à pouvoir dire « je ne fume plus ». C'est au présent, c'est maintenant, et l'avenir est ouvert. Imaginez-vous avec la phrase « je suis non-fumeur ». Et après, quelle gloire! Nous sommes tous nés ainsi. Votre mission, si vous l'acceptez, est être un fumeur qui ne fume plus. Voulez-vous ne plus fumer et être ce fumeur-là? Je veux être un fumeur qui ne fume plus. C'est pour que vous puissiez prononcer fièrement cette phrase que j'ai écrit ce livre en toute illégitimité. Chapitre 4.
illégitime. Je n'avais pas la légitimité pour écrire ce livre. Ce n'était pas une raison pour ne pas l'écrire. Je n'ai jamais fumé une seule cigarette de ma vie, même pas une fois. Cela paraît tellement surprenant aujourd'hui, c'est ma petite bouffée de fierté. Première illégitimité. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais fumé que je ne suis pas concernée. Non concernée, mais consternée. 80% de mes enfants et beaux-enfants fument malgré le contre-exemple qu'ils ont eu avec moi. Seconde illégitimité. C'est à ne rien comprendre. Enfants, gendres et belles-filles de médecins obstinément non-fumeurs, irrémédiablement fiers de ses enfants, de leurs conjoints et de ses petits-enfants, j'avoue ne pas comprendre. Les mises en garde, les informations, les supplications et les négociations n'ont jamais fonctionné pour les fumeurs. Pourtant, j'ai tout essayé désespérément avec les miens. Les photographies horribles que l'on voit sur les paquets de cigarettes n'ont pas vraiment rebuté les fumeurs. On s'habitue, on se désensibilise et on fume pour se désensibiliser davantage. J'ai moi-même essayé cette technique avec ma propre famille il y a une quinzaine d'années. Je venais de découvrir un paquet de cigarettes dans la chambre de l'une de mes filles, encore jeune adolescente. Une énorme tristesse m'avait alors envahi. J'ai pris un feutre noir et j'ai dessiné sur son paquet de cigarettes un cercle pour un visage, deux points pour des yeux, d'où coulaient des larmes. Pas un mot, pas de signature. Ma fille a été profondément bouleversée. Elle en parle encore aujourd'hui avec émotion. Elle fume pourtant toujours, et je suis pour toujours triste. Les larmes n'ont pas suffi, l'alarme non plus. L'émotion ne suffit pas, la peur non plus, ni celle que j'ai voulu inculquer à mes enfants, ni la mienne qui est à perdre l'un d'eux d'un cancer tabaco-induit, car cela arrivera d'après les statistiques. Effrayant, 40% de risque pour 80% d'enfants et de collatéraux, c'est vraisemblablement au moins un ou une, ou plus si on a une grande famille, ce qui est mon cas. Le tabac m'endeuillera un jour et j'ai peur. Pour un fumeur sur 4, l'espérance de vie est inférieure à 65 ans. La perte d'espérance de vie pour un fumeur ayant commencé jeune est de 20 ans. J'étais jeune quand mes enfants sont nés et je n'ai jamais fumé. Il est donc statistiquement vraisemblable et dramatiquement terrifiant que j'assiste aux obsèques de l'un de mes propres enfants et de l'un de leurs conjoints, laissant mes petits-enfants orphelins. Voilà mon avenir, ma peur et ma légitimité. Comment appelle-t-on un père qui perd un enfant? Je ne vois que le mot désespéré. Cette peur, c'est mon cancer, celui qui me ronge et me terrifie. Médecin, je pense avoir sauvé ou prolongé de nombreuses vies en 30 ans de carrière. Je n'aurais donc pas réussi à sauver celle de l'un de mes enfants, d'un père ou d'une mère de mes petits-enfants. Ni l'exemple, ni les paroles, ni les mises en garde, rien n'aura-t-il pu donc fonctionner? Ce livre, je l'écris pour qu'aucun de mes petits-enfants ne fume jamais. Et ils seront aussi peut-être plus persuasifs que moi auprès de leurs parents. Je voudrais qu'ils n'aient jamais à pleurer un parent ou un enfant parti en fumée. Ce livre, je l'écris aussi pour vous, fumeurs, ou, comme moi, non-fumeurs, spectateurs impuissants du comportement inexplicablement destructeur de quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur. J'ai essayé de comprendre et d'explorer des approches différentes à celles brandies jusqu'à ce jour et qui n'ont pas fait leurs preuves. L'addiction au tabac ne se comprend pas. Elle est physiologique, ancrée dans la chimie des neurotransmetteurs et des apprentissages. J'ai fait le choix de ne jamais fumer. Un choix libre, assumé et maintenu pendant plus de 60 ans. J'ai conservé ma liberté. Mes enfants et tous les fumeurs ont fait le choix de fumer leur première cigarette et les quelques suivantes en toute liberté. Ensuite, pris au piège, ils n'ont plus choisi. On ne choisit pas d'être un fumeur ou de le rester. On l'est par la force de deux phénomènes externes.
Premièrement, le manque d'information au départ. Cela va même au-delà du manque d'information, c'est de la désinformation et de l'intoxication. Je ne parle pas de la formation concernant les risques liés au tabac et à ses composants, risques qui sont repoussés dans le temps et qu'on pense pouvoir esquiver. Je parle du risque certain de dépendance à la nicotine inévitable. Deuxièmement, un phénomène physico-chimique, l'addiction à la nicotine. Je dédie ce livre à Christelle, Muriel, Michael, Caroline, Vincent, Sébastien, Thierry, Lisa, Hervé, Nadine, Flora, Malo, Olivier, Charlotte, à tous les futurs, à notre futur. Je voudrais tant que cette liste s'allonge et ne soit pas tronquée par votre absence redoutée. Je nous souhaite une longue et belle vie en famille libre et libérée, avec tout mon amour, papa, papilou, dadou, selon les générations. Nota bene, je n'ai bien sûr pas indiqué qui étaient les fumeurs, ils le savent. Je n'accuse pas, je n'excuse pas, j'exhorte et j'espère.